Si tu as plus de 40 ans, cette vidéo te concerne directement. Et si tu n'as pas encore cet âge, cela va t'interpeller, car cela va t'offrir une opportunité que tu n'aurais même pas pu imaginer. Mais pas comme une information générale sur la biologie, plutôt comme quelque chose qui se passe en ce moment même dans ton corps et qui a des conséquences concrètes sur la façon dont tu réagis. À une infection, à la façon dont ton système immunitaire détecte les cellules anormales, à la façon dont tu récupères et à la façon dont tu vieillis ou vieilliras. Ton système immunitaire ne s'affaiblit pas avec l'âge, il devient obsolète. Et ça, tu ne le savais probablement pas et je pense que ça devrait t'intéresser. Eh bien, maintenant, je t'invite à prêter attention à cette différence que je vais t'expliquer. Un système immunitaire faible n'a pas assez de force pour réagir, et cela est évident, mais un système immunitaire obsolète, lui, a bel et bien de la force. Le problème, c'est qu'en étant devenu obsolète, il fonctionne avec une carte ancienne, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître les menaces d'il y a 20 ans, mais il ne peut pas recruter de nouveaux soldats. Et surtout, il ne peut pas se mettre à jour. Et cette différence est importante. Et je suis sûr que personne ne te l'a expliqué. Quand, dans différentes conversations, j'entends parler d'immunité, la plupart du temps, ces discussions tournent toujours autour de la même chose. Vitamines, zinc, probiotiques, sommeil et autres sujets de ce genre. Et sans aucun doute, ce sont des sujets ou des domaines qui, bien sûr, sont importants et ont leur place dans une conversation de ce type. Mais aucun d'eux ne résout le problème de fond. Et quel est-il? Le problème de fond, me demanderas-tu. Eh bien, ce n'est certainement pas que ton système immunitaire ait besoin de plus de carburant, de plus de vitamines ou de probiotiques. Le véritable problème, c'est que ton système immunitaire a perdu ou perdra sa capacité à se renouveler. Et cette distinction change complètement le sens de la conversation. Et ici, il faut viser juste. C'est précisément pour faire en sorte que tout ce que nous entreprenons ensemble tourne réellement autour de la bonne cible. Tu vois, cette obsolescence dont je suis en train de te parler n'est pas seulement théorique, elle possède une cause anatomique bien concrète. Un organe vital, un organe spécifique que tu portes en toi, au fond de ta poitrine, et qui est présent là depuis déjà plusieurs décennies. Sache qu'il travaille sans relâche pour toi, dans le silence le plus total, et que, à moins que tu ne fasses quelque chose pour l'aider, il s'éteint aussi progressivement peu à peu depuis de nombreuses décennies. Quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines personnes de 65 ans ont une réponse immunitaire qui semble être celle de personnes de 45 ans et pourquoi d'autres ont celle de personnes de 80 ans et tu comprendras ce qui détermine cette différence. Mais ce n'est pas tout. Tu comprendras aussi ce que tu peux faire avec ce que tu sais déjà sur ton corps pour que ce déclin soit plus lent que ce que la biologie prévoit par défaut. Et tu verras, tout ce que je suis en train de t'expliquer n'est pas un tour de magie, ni non plus une histoire de compléments alimentaires. Il s'agit de comprendre un organe que probablement personne ne t'a expliqué jusqu'à présent. Et cet organe s'appelle le thymus. C'est une glande située entre ton sternum et ton cœur. Elle est petite, discrète et absente de presque toutes les conversations sur la santé. Comme je te le disais, c'est probablement aujourd'hui la première fois que tu entends parler de cet organe et imagine le thymus comme une université d'élite, l'une de celles avec des critères d'admission incroyablement difficiles. Et maintenant, tu vas voir, à l'intérieur de tes os, il y a un tissu spongieux appelé moelle osseuse. C'est l'une des usines les plus actives de ton corps. Elle produit des millions de cellules chaque jour, parmi lesquelles des cellules du système immunitaire appelées lymphocytes, qui sont les soldats chargés d'identifier et d'éliminer les menaces. Mais lorsqu'ils sortent de la moelle osseuse, ces lymphocytes ne sont pas encore entraînés. On les appelle alors thymocytes, et dans cet état, ils ne servent à rien.
ils ne savent pas reconnaître les menaces, ils ne savent pas distinguer une cellule tumorale d'une cellule saine. Et surtout, ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est étranger et ce qui est propre à l'organisme. Ces thymocytes voyagent de la moelle osseuse jusqu'au thymus à travers ton sang. C'est un voyage avec un but très précis, devenir des lymphocytes T matures et compétents. Mais pour y parvenir, ils doivent passer un processus de sélection impitoyable. Le thymus n'accepte aucun soldat qui ne soit parfaitement entraîné. Et ceux qui échouent à l'épreuve n'ont pas de seconde chance. Tu vois, à l'intérieur du thymus, il y a deux zones aux fonctions différentes. La première est le cortex, et c'est là qu'a lieu ce qu'on appelle la sélection positive. Chaque thymocyte doit prouver qu'il est capable de reconnaître les protéines qui identifient les cellules du propre corps. C'est un peu comme un examen d'identité. Si un thymocyte ne reconnaît pas ces signaux, il ne pourra jamais distinguer le soi du non-soi, et un soldat qui ne reconnaît pas l'uniforme de sa propre armée est un soldat inutile. Eh bien, ceux-là meurent, ils ne sont pas recyclés, ils ne sont pas réaffectés, ils meurent. Et ce n'est pas une exception. 90% des thymocytes qui entrent dans le thymus n'en sortent pas. Les 10% qui passent la première sélection se dirigent vers la médula thymique, qui est la zone intérieure. Et là a lieu la deuxième épreuve, qui est d'ailleurs encore plus exigeante, et elle s'appelle la sélection négative. Lors de cette épreuve, on vérifie que chaque cellule candidate n'attaque pas les tissus du soi, car une cellule qui attaque le propre corps n'est pas un soldat, c'est un terroriste. Et beaucoup de cellules échouent à cette épreuve et meurent également. Ce qui survit aux deux épreuves est extraordinaire, et ce, au sens littéral du terme. Sur 100 thymocytes qui sont entrés, à peine 2 ou 3 arrivent jusqu'ici. Mais ceux qui y parviennent sont des lymphocytes T matures, compétents et tolérants envers le propre corps, prêts à circuler, prêts à apprendre et prêts à répondre lorsqu'une véritable menace se présentera. Ils sont véritablement l'élite du système immunitaire. Et il s'agit d'un processus de sélection qui se déroule de façon continue, tout au long de notre vie. Ce n'est pas un événement unique, c'est comme une chaîne de production, mais dont la capacité change radicalement selon l'âge. Et avec cela, j'en arrive à l'un des points clés de ce que je veux te raconter, à quelque chose que presque personne ne connaît et qui va te surprendre. En réalité, le thymus n'attend pas du tout que tu sois devenu adulte pour commencer à fonctionner. Il commence à fonctionner. Dès que tu es dans l'utérus de ta mère, à 8 semaines de gestation, il y a déjà du tissu thymique fonctionnel. Et, dès lors, le fœtus commence à construire son répertoire immunitaire. C'est-à-dire que, bien avant de naître, il sélectionne déjà quelles cellules méritent de survivre. Et, à la naissance, le thymus est un organe relativement grand par rapport à la taille du corps. Ensuite, pendant l'enfance, il continue de grandir et atteint son poids maximal absolu à la puberté, entre 12 et 15 ans, ce qui signifie qu'il peut peser environ 30 ou 40 grammes de tissu fonctionnel. Autrement dit, comme tu peux le comprendre, on parle d'un petit organe, mais très important. Pendant tout ce temps, tu produis de nouveaux lymphocytes T et tu le fais à une vitesse que tu n'atteindras plus jamais. C'est une période de ta vie où ton répertoire immunitaire s'élargit constamment. Ta capacité à répondre à des menaces que tu n'avais jamais rencontrées auparavant est à son niveau le plus élevé. Et c'est à partir de la puberté que cela commence. Le déclin, mais il ne se produit pas d'un coup. Ce n'est pas comme une maladie, c'est plutôt un processus graduel, silencieux, que la biologie a programmé avec une précision absolue. Et c'est curieux parce que personne n'a encore été capable de découvrir pourquoi.
Et à partir du moment où il commence à diminuer chaque année, le thymus perd environ 3% de tissu fonctionnel et ce tissu perdu est remplacé par de la graisse. La structure de l'organe demeure, mais à l'intérieur, il y a de moins en moins de cellules capables de faire leur travail. À 40 ans, tu fonctionnes déjà avec moins de la moitié de la capacité thymique que tu avais à 15 ans. Et à 65 ans, les tissus fonctionnels résiduels sont minimes. Vous continuez à produire de nouveaux lymphocytes T, mais le répertoire des lymphocytes ne s'étend plus au même rythme et la conséquence est que votre système immunitaire fonctionne de plus en plus avec ce qu'il possède déjà et de moins en moins avec ce qu'il peut apprendre. Et cela ne signifie pas que votre système immunitaire cesse de fonctionner, cela signifie qu'il cesse de se renouveler, mais il y a autre chose. Le thymus ne produit pas seulement des lymphocytes T, il assure également et de manière constante une fonction de surveillance continue sur tous les éléments qui se déplacent déjà activement dans le corps. Et avec le passage des années, ce mécanisme de contrôle a tendance à s'affaiblir progressivement. Quelle en est la conséquence? Eh bien, un système immunitaire avec moins de contrôle thymique actif a plus de chances de tolérer des lymphocytes mal entraînés, c'est-à-dire des cellules incapables de distinguer correctement le soi du non-soi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une perte de précision, et dans un système immunitaire aussi sophistiqué que le nôtre, la précision est primordiale. Nous verrons les conséquences dans un instant. Et si à cela tu ajoutes que les menaces changent, que les cellules tumorales mutent et que les agents pathogènes évoluent, un système immunitaire qui ne se met pas à jour est un système immunitaire qui perd du terrain. Lentement, sans que tu t'en rendes compte, mais il le perd. Et c'est silencieux jusqu'à ce que quelque chose le rende évident. À cette détérioration progressive, les immunologistes donnent un nom, l'immunosénescence, et ses conséquences se manifestent dans 3 domaines. Mais si la biologie l'a voulu ainsi, la question est, devrais-je essayer de modifier cette évolution? Et ce dont tu as besoin, c'est d'une réponse concrète, pas abstraite, et c'est ce que je vais essayer de te donner. Mais avant d'explorer ce que nous devrions essayer de modifier dans cette évolution du thymus, analysons quelles sont les conséquences de cette immunosénescence dont je te parlais. Et tu verras, elle se manifeste dans 3 domaines. Le premier est la réponse aux nouvelles infections. Un système immunitaire avec un large répertoire de lymphocytes. Merci. Vous reconnaissez plus rapidement et précisément des menaces que vous n'avez jamais vues auparavant, mais un système avec un répertoire restreint met plus de temps, fait plus d'erreurs et, dans certains cas, ne répond pas avec suffisamment de vigueur. Et c'est pour cela que les personnes âgées réagissent moins bien aux nouvelles souches de grippe ou aux agents pathogènes émergents. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus faibles en général, mais parce que leur système immunitaire dispose de moins de variété d'outils. Le deuxième point est la surveillance tumorale. L'une des fonctions les moins connues du système immunitaire est de détecter et d'éliminer les cellules du corps qui ont muté et de le faire avant qu'elles ne deviennent un problème plus grave. Et c'est une tâche exclusivement réservée aux lymphocytes C. Et que se passe-t-il? Eh bien, un répertoire appauvri effectue cette surveillance avec moins de précision. Et ce n'est pas que le cancer apparaisse parce que le thymus échoue, c'est simplement que la capacité à contenir le cancer à ses stades précoces diminue. Le troisième point est l'auto-immunité. Et bien que cela puisse paraître moins intuitif au premier abord, cela reste tout aussi crucial pour nous. Le thymus ne produit pas seulement des lymphocytes T, il a aussi pour mission de maintenir la tolérance, c'est-à-dire la capacité du système immunitaire à ne pas attaquer les tissus du corps. Et lorsque cette fonction se détériore, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de contrôle. Souviens-toi que le thymus est l'organe qui entraîne les lymphocytes T
à ne pas attaquer les tissus du corps. Si le thymus produit moins de lymphocytes bien entraînés, la conséquence est que le répertoire qui circule dans ton corps aura plus de chances de contenir des cellules qui n'ont pas réussi correctement la seconde épreuve. C'est-à-dire des cellules qui confondent le soi, merci, avec ce qui est étranger. Et lorsque ces cellules agissent, le système immunitaire attaque les tissus sains, les articulations, la thyroïde, la peau, l'intestin, et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ce n'est pas que le système immunitaire soit devenu fou, c'est qu'il a perdu une partie de sa capacité à distinguer. Pas toujours, pas inévitablement, mais la marge d'erreur augmente. Et ici, tu verras 3 conséquences réelles, mesurables et documentées, et toutes ont la même origine, un organe qui s'éteint plus vite qu'il ne le devrait. Eh bien, affinons maintenant la question. Dans l'éventualité où les conditions initiales auraient été différentes, serait-il alors envisageable de modifier radicalement le cours de cette évolution complexe? C'est cela qui est en jeu. La biologie dit que l'évolution thymique est universelle, que nous la vivons tous, mais ici et maintenant, ce que je te propose, c'est une conversation différente. La vitesse à laquelle cela se produit et la possibilité de la renverser partiellement. Et cette conversation est la même que celle que la science mène actuellement. En 2019, une étude a été publiée dans Nature Aging et je t'invite à la consulter si tu en as l'occasion. Dans cette étude, le chercheur Grégory Fagi et son équipe ont présenté comment ils ont administré à 9 hommes en bonne santé, âgés de 51 à 65 ans, une combinaison d'hormones de croissance, de metformine et de DHEA pendant 1 an. L'objectif était de voir si le tissu thymique réagissait et ce qu'ils ont découvert était double. Premièrement, le thymus, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, a montré qu'une régénération tissulaire mesurable se produisait. Du tissu fonctionnel apparaissait là où il y avait auparavant de la graisse. En deuxième lieu, l'horloge épigénétique des participants a semblé rajeunir de manière significative, reculant en moyenne de 2 ans et demi au cours de l'étude. Et même s'il est vrai que l'étude n'a porté que sur 9 personnes, et c'est quelque chose que je dois te dire clairement, ce n'était pas un essai clinique avec des milliers de sujets, mais le mécanisme était réel, la mesure était objective et la revue dans laquelle cela a été publié n'est pas une revue mineure. Et c'est un signe qui pointe dans une direction claire. Le thymus n'est pas un organe condamné à s'éteindre irrémédiablement. Et si en 2019 l'étude de Fagi était un signe prometteur avec 9 personnes, en mars 2026, l'université de Harvard a publié dans la même revue Nature 2 études qui changent tout. La première a analysé plus de 27 000 adultes en bonne santé sur une période de 12 ans, en utilisant l'intelligence artificielle pour mesurer la santé du thymus à partir de scanners de tomodensitométrie de routine. Aucune biopsie n'a été nécessaire, aucune procédure invasive non plus. En utilisant simplement des images médicales déjà présentes dans les archives des hôpitaux, et ce qu'ils ont fini par découvrir était totalement sans appel. Les personnes dont le thymus était en meilleur état avaient 50% de risque en moins de mourir de n'importe quelle cause. Un risque de décès cardiovasculaire réduit de 63% et une probabilité de développer un cancer du poumon réduite de 36%. Des résultats qui se sont maintenus après ajustement pour l'âge, le sexe et d'autres facteurs de santé. Et la deuxième étude a analysé 3476 patients atteints de cancer qui recevaient une immunothérapie. Le résultat, ceux qui avaient un thymus en meilleure santé répondaient 37% mieux au traitement et avaient un risque de décès réduit de 44%.
Le thymus ne protège pas seulement contre le cancer, il détermine aussi si le traitement contre le cancer fonctionne ou non. Et voici une information que les chercheurs de Harvard ont explicitement soulignée et qu'il me semble fondamental que tu connaisses. La santé du thymus est liée à divers facteurs, sur lesquels nous pouvons agir directement. Le tabac, l'obésité, l'inflammation chronique et l'inactivité physique le détériorent. Ce qui signifie que ce que tu fais chaque jour avec ton corps laisse une empreinte directe sur cet organe. Le thymus n'est plus l'organe oublié de l'enfance. C'est, selon les propres auteurs de l'étude, un régulateur central du vieillissement immunologique et de la susceptibilité aux maladies à l'âge adulte. Mais l'information ne s'arrête pas là. Il y a plus. Walter Longo, biologiste italo-américain, directeur de l'Institut de longévité de l'Université de Californie du Sud, professeur à l'Institut d'oncologie moléculaire de Milan et l'un des chercheurs les plus rigoureux et reconnus au monde dans le domaine de la longévité et du jeûne, a publié des données associant des cycles de jeûne prolongés à une régénération partielle du thymus. Et le mécanisme qu'il propose pour inverser la vitesse de détérioration est sans aucun doute indirect, mais il est cohérent. Il soutient que le jeûne élimine les cellules sénescentes et épuisées et que dans l'espace ainsi libéré, le tissu thymique peut se repeupler. Par conséquent, dans son cas, il ne propose pas d'agir en stimulant directement l'hormone de croissance, mais en libérant le créneau où la régénération peut avoir lieu. Et à cet égard, il me semble important de préciser que le chercheur concentre son travail sur deux domaines principaux, le jeûne comme outil thérapeutique et la relation entre nutrition, vieillissement et maladie. Il est le créateur du régime qui imite le jeûne, connu sous le nom de Fasting Mimicking Diet. La Fasting Mimicking Diet est un régime qui a fait l'objet d'essais cliniques sérieux chez l'humain et pas seulement chez l'animal. Autrement dit, Longo sait très bien de quoi il parle, et ce qu'il dit n'est pas de la magie métabolique, c'est de la biologie de pointe. Mais ce ne sont pas les seuls mécanismes. Il existe également des résultats issus de recherches plus récentes, qui ont été menées sur l'interleukine 22, une protéine de signalisation. Et les résultats ont montré une capacité à inverser partiellement l'involution thymique dans des modèles animaux. Il est vrai que cela n'a pas encore été solidement transposé chez l'humain, mais le mécanisme existe et il est identifié. Et maintenant, je vais conclure. Ce qui relie ces différentes voies, c'est une idée simple. Le thymus réagit à son environnement. Il n'est pas programmé pour s'éteindre à une date fixe et il s'éteint plus rapidement. Rapide lorsque l'environnement l'agresse, mais il peut se rétablir lorsque cet environnement s'améliore, ce qui est sans aucun doute une nouvelle prometteuse. L'étude de Fagui n'a pas choisi son intervention au hasard, il y avait une logique derrière cela, car le thymus possède des récepteurs pour l'hormone de croissance. Tu vois, un récepteur, c'est comme une serrure, et l'hormone de croissance est comme la clé. Et lorsque la clé s'insère, le récepteur reçoit le signal et le tissu thymique réagit, reste actif, se régénère et continue à produire efficacement des lymphocytes T. Et cela est connu depuis les années 90 et a une conséquence directe. Lorsque les niveaux d'hormones de croissance diminuent avec l'âge, comme cela se produit naturellement à partir de 30 ans, le thymus cesse de recevoir ce signal. La serrure est toujours là, mais la clé n'arrive plus. Et sans ce signal, le tissu thymique n'a plus d'instruction pour se maintenir. Il commence à se dégrader plus rapidement et Fagui l'a compris ainsi. C'est-à-dire que si le problème est que le signal de l'hormone de croissance n'arrive pas, alors l'intervention logique est de restaurer ce signal. Si tu y réfléchis, c'est quelque chose de simple. Ne pas essayer, c'est comme couper l'alimentation électrique d'un bâtiment et ensuite s'étonner que les lumières s'éteignent. Fagui a utilisé 3 composés aux fonctions différentes mais complémentaires. Le premier était l'hormone de croissance, comme
Son taux diminue naturellement avec l'âge. Fahy l'a administré sous forme injectable et sous stricte supervision médicale. Son objectif en faisant cela était d'essayer de réactiver directement les récepteurs thymiques et de stimuler la régénération du tissu. Le deuxième était la DHEA. C'est une hormone produite par tes glandes surrénales, les deux, de petites glandes situées au-dessus des reins, et le corps l'utilise comme matière première pour fabriquer d'autres hormones, parmi lesquelles les œstrogènes et la testostérone. Elle diminue également avec l'âge et, dans le protocole de Fahy, elle remplissait une fonction spécifique, contrer l'un des effets secondaires de l'hormone de croissance qui tend à réduire la sensibilité à l'insuline. C'était comme le contrepoids métabolique du protocole. Et le troisième était la metformine. La plupart la connaissent comme un médicament contre le diabète de type 2, mais ces dernières années, elle est devenue l'un des composés les plus étudiés dans la recherche sur la longévité. En raison de sa capacité à réguler le métabolisme cellulaire, à réduire l'inflammation de fond et à agir sur des voies biologiques associées au vieillissement. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler en profondeur de l'Ozempic et de l'hormone GLP-1, qui représente un autre domaine fascinant de la pharmacologie moderne. Et après celle-ci, la metformine aura aussi son propre chapitre, car elle le mérite. Eh bien, les trois ensemble ont produit quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant dans une étude humaine. Un tissu thymique fonctionnel, là où les précédentes IRM montraient de la graisse. Et une horloge épigénétique qui a reculé. Est-ce que cela résout le problème? Pas complètement. Mais c'est le chemin le plus direct. Et celui qui jusqu'à présent dispose du plus de preuves en faveur d'une régénération active du thymus. Mais quel est le problème? Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Le premier, c'est que l'hormone de croissance chez l'adulte n'est pas un complément alimentaire. Comme je viens de te le dire, c'est quelque chose qui nécessite une intervention médicale et, en raison de ses effets systémiques, cela ne nécessite pas seulement une intervention médicale, mais aussi une surveillance. Cela peut affecter la sensibilité à l'insuline, le risque cardiovasculaire et, en théorie, peut également provoquer la prolifération de cellules déjà altérées, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre sans supervision. Deuxièmement, l'accès. Dans la plupart des pays, la prescription d'hormones de croissance chez l'adulte sans un déficit diagnostiqué est difficile, voire directement impossible à obtenir en dehors des contextes de recherche clinique. Et troisièmement, il est crucial de noter que l'échantillon de Fahy n'a été réalisé que sur un petit groupe de 9 personnes, uniquement des hommes, se situant dans une tranche d'âge bien spécifique, et sans aucun groupe témoin. Il est vrai que les résultats sont prometteurs, mais non, je ne peux pas te dire qu'ils puissent être considérés comme concluants à l'échelle de la population. Et voici ce qui est important. Ce que Fahy a démontré, ce n'est pas seulement qu'un protocole hormonal peut régénérer le thymus. Ce qu'il a démontré, c'est que le thymus répond à des signaux qu'il n'est pas programmé pour s'éteindre irrémédiablement et que, s'il reçoit les bons signaux, il réagit. Et cela change la conversation. Parce qu'il existe des signaux qui ne nécessitent pas d'ordonnance médicale. Des signaux que ton corps peut générer lui-même si tu lui donnes les conditions pour le faire. Le sommeil profond en est un. L'exercice à haute intensité en est un autre. Et le jeûne dont je t'ai déjà parlé agit par une voie parallèle, mais tout aussi pertinente. Et maintenant, voyons chacune d'elles. La première, c'est le sommeil profond. C'est le plus grand stimulus naturel de l'hormone de croissance qui existe. Et ce n'est ni un complément, ni une injection. C'est quelque chose de naturel. Et tu peux toi-même développer un sommeil de qualité, dans l'obscurité et en respectant ton propre rythme circadien. Tu vois, les pics d'hormones de croissance se produisent
pendant les premières heures de sommeil profond. Si ce sommeil est fragmenté ou insuffisant, les pics ne se produisent pas et le thymus ne reçoit pas le signal. Le suivant, le deuxième, c'est l'exercice à haute intensité mais intermittent. C'est le deuxième stimulateur naturel documenté. Et ici, je ne parle pas d'un cardio soutenu, je parle d'un effort maximal, bref, suivi d'une récupération. Lorsque nous utilisons ce schéma, il se produit des pics mesurables d'hormones de croissance et enfin le jeûne. Je t'en ai déjà parlé. Sa voie d'action sur le thymus est différente de celle du sommeil et de l'exercice, car il ne stimule pas directement la production d'hormones de croissance de façon soutenue. Ce qu'il fait, c'est activer un processus de nettoyage cellulaire appelé autophagie. Lorsque le corps passe suffisamment d'heures sans recevoir de nutriments, il cesse de gérer la digestion et commence à nettoyer, à dégrader et à éliminer les cellules endommagées et épuisées, y compris les cellules sénescentes qui occupent et bloquent le site où travaille le thymus. En libérant cet espace, le tissu thymique dispose de plus de marge pour se régénérer. Par conséquent, ce dernier n'est pas un stimulus direct, mais il élimine les obstacles. Le protocole de phagie nécessite une prescription médicale et également une supervision, ce que je viens de te décrire. Le sommeil, l'exercice de haute intensité et le jeûne n'en ont pas besoin. Ils agissent sur les mêmes mécanismes, mais le font avec moins de puissance. Évidemment, je ne vais pas te dire que c'est la même chose, mais je te dis que la logique est identique. Il faut donner au thymus tous les signaux essentiels dont il a besoin pour qu'il ne se dégrade pas, plus rapidement que ce que la nature et la biologie ont déjà prévu. Eh bien, après avoir tout expliqué précédemment, il reste maintenant un autre angle que je n'ai pas encore abordé. Jusqu'à présent, je t'ai parlé de la façon de stimuler le thymus pour qu'il se régénère, et c'est sans aucun doute important. Mais il y a quelque chose d'aussi important. Arrêtez de l'agresser, car le thymus ne s'éteint pas seulement par manque de signaux, il s'éteint aussi, et plus rapidement, lorsqu'il vit dans un environnement qui le nuit continuellement, et cet environnement, en grande partie, c'est toi qui le construis avec tes habitudes. Harvard a identifié que le mode de vie détériore le thymus, et ce que la recherche précédente nous permet de comprendre, c'est le mécanisme concret derrière cette détérioration. Et là apparaissent 3 agresseurs documentés. Le premier est le cortisol chronique. Le cortisol est une hormone que ton corps produit dans des situations de stress ou de danger. Et tu verras, à dose aiguë, il est utile car il te prépare à réagir, aiguise les sens et mobilise l'énergie. Cela a un sens biologique. Le problème, c'est lorsque cette réponse ne s'éteint pas. Quand le stress cesse d'être quelque chose de passager et devient un état permanent. Dans cette situation, le cortisol circule en continu dans le corps et le thymus est l'un des organes les plus sensibles à cette présence prolongée. Le cortisol chronique supprime activement la production de lymphocytes T et réduit le volume du tissu thymique fonctionnel. Et ce n'est pas une métaphore ou quelque chose que j'imagine. Il existe des images par résonance magnétique qui montrent des thymus littéralement plus petits chez des personnes souffrant de stress chronique documenté. Et pour résoudre cette agression, le régulateur physique le plus approprié est le mouvement physique. En fait, c'est le régulateur du cortisol chronique le plus efficace qui existe. Et lorsque je te propose cela, ce n'est pas dans l'idée d'un sport de performance, mais d'un exercice qui serve à réguler le système nerveux. C'est-à-dire que lorsque tu bouges ton corps régulièrement, tu dis à ton cerveau que le danger est passé. Et lorsque le cerveau le comprend, le taux de cortisol diminue. La deuxième, c'est la sénescence cellulaire. Les cellules zombies que je t'ai présentées dans la vidéo précédente n'inflamment pas seulement les tissus en général, elles dégradent aussi le micro-environnement où le thymus fonctionne.
Par conséquent, éliminer les charges sénescentes, c'est aussi protéger la capacité régénérative du thymus, et les études récemment publiées menées par l'université de Harvard l'ont confirmé sous un autre angle. L'inflammation chronique est l'un des facteurs qui détériore le plus la santé du thymus. Chez l'adulte, les cellules sénescentes en sont précisément l'une des principales sources. Éliminer la charge sénescente permet non seulement de réduire l'inflammation générale, mais protège aussi directement la santé de cet organe. Et la troisième, c'est la perturbation circadienne. Ton corps ne fonctionne pas de la même façon à toute heure. Il possède une horloge interne, le rythme circadien, qui régule quand tu dors, quand tu produis certaines hormones, quand il répare les tissus et quand il les active. Cette horloge n'est pas métaphorique, elle est biologique. Elle est synchronisée principalement par la lumière du soleil et affecte pratiquement tous les organes du corps, y compris le thymus. Le thymus possède des récepteurs qui répondent à ces signaux lumineux. Et son activité n'est pas uniforme tout au long de la journée. Elle suit un schéma qui dépend du fait de savoir quelle heure il est. Il produit plus de lymphocytes T à certains moments du cycle et se repose à d'autres. Et lorsque ce rythme est perturbé par une exposition à la lumière artificielle nocturne, par des horaires irréguliers ou par un manque de lumière naturelle pendant la journée, le thymus perd sa référence temporelle et un organe sans référence temporelle fonctionne de manière désorganisée. La lumière solaire au bon moment, ce n'est pas seulement de la vitamine D. C'est le signal qui indique à ton thymus et à des dizaines d'autres organes quelle heure il est et ce qu'ils doivent faire. Et les conséquences ne sont pas négligeables. Un thymus qui fonctionne de manière désorganisée produit moins de lymphocytes T par cycle, sélectionne moins bien et contribue à accélérer exactement le processus que nous avons décrit tout au long de cette vidéo. Un répertoire immunitaire qui se rétrécit, une surveillance tumorale qui s'affaiblit et un risque auto-immun qui augmente. Et tout cela à cause de quelque chose qui semble aussi trivial que l'heure à laquelle tu t'exposes à la lumière et celle à laquelle tu vas te coucher. Eh bien, maintenant, tu sais que tu as un organe que probablement personne ne t'avait expliqué auparavant, qui a travaillé en silence toute ta vie et qui est en train de s'éteindre lentement. Mais ce n'est pas tout, il réagit aussi à ta façon de vivre bien plus qu'on ne le pensait. Mais dans tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui, il y a ici quelque chose de plus profond que la biologie. Un système immunitaire qui ne peut pas se renouveler n'est pas seulement un système immunitaire plus faible, c'est un être humain avec moins de capacité à être indépendant, avec moins d'énergie pour profiter pleinement de la vie et avec moins de marge pour vivre avec dignité et l'autonomie dans les années à venir. Le thymus n'est pas une simple anecdote technique de l'immunologie, c'est une partie de l'infrastructure qui soutient ta capacité à être qui tu es. Et, comme tu as pu l'entendre, tu n'as pas besoin d'un protocole clinique pour commencer. La seule chose dont tu as besoin, c'est de comprendre ce qui agresse le thymus et d'arrêter de le faire. Le sommeil, le mouvement et la gestion de la lumière dans ta vie ne sont pas des habitudes saines au sens superficiel du terme. Ce sont des signaux que ton thymus attend de recevoir depuis des années. Et quand tu les lui donnes, non seulement, tu ne prends pas seulement soin d'un organe, tu défends ta capacité à vivre avec dignité et autonomie dans les années à venir. Ne l'oublie pas, la biologie n'est pas ton destin, c'est le chemin. Comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.